Ça faisait quoi, une semaine? 2 peut-être? Le temps, depuis que j'étais arrivé ici, sur cette côte battue par les vents, avait pris une drôle de consistance, fluide et figé à la fois. Les premières nuits, j'avais dormi d'un sommeil lourd et fiévreux, hanté par l'image de ce regard gris qui m'avait suivi, me fixant, inquisiteur, de l'autre côté de la pièce. Antoine, l'homme de main de pierre, avait cette façon de vous transpercer, de vous vider, comme si votre existence même était une menace. Sophie, ma fille, le remarquait aussi, avec sa lucidité d'enfant. « Maman, pourquoi l'oncle Antoine ne m'aime pas ?» me demandait-elle, les yeux embués. Et moi, je répondais des platitudes, la serrant fort contre moi, sentant cette douleur poignante au fond de ma poitrine. Comment expliquer à une enfant de 6 ans les ombres qui nous poursuivaient, les peurs qui nouaient nos tripes? Si on m'avait dit 1 mois plus tôt que je serais là, dans une villa somptueuse aux murs blancs surplombant l'océan, loin de mon mobile home à Milieu-Bois, avec un chef de la mafia pour protecteur et un homme de main méfiant comme une hyène, j'aurais ri. Un rire amer, bien sûr. Parce que ma vie, depuis 3 ans, c'était tout sauf la Riviera, Milieu-Bois. Ce nom évoquait une sorte de refuge boisé, perdu à la périphérie des villes. En vérité, c'était juste un parc à mobile home vieillot, une collection de petites maisons mobiles usées, où le silence était seulement brisé par le ronronnement des moteurs vieillissants et le chant lointain des oiseaux. Un endroit où les gens se saluaient d'un hochement de tête, mais ne s'arrêtaient jamais pour demander comment vous alliez, pour savoir si la douleur lancinante que vous portiez encore au fond de vous avait trouvé un peu d'apaisement. C'était là que j'avais refait ma vie, du moins ce que j'en appelais une vie, après la catastrophe, après Julien. Chaque matin, le réveil sonnait à 5h30, comme un couperet me tirant d'un sommeil trop court, trop peuplé de fantômes. La petite cuisine exiguë sentait le café et les pancakes de Sophie. Ma petite Sophie, 6 ans, avec ses cheveux blonds, héritage de son père, et ses yeux bleus, une copie parfaite des miens. Chaque jour, la même question naïve et persistante. « Maman, pourquoi tu ne soignes plus les gens ?» Je la repoussais, cette question, toujours. La vérité, elle était tordue, noueuse, et bien trop lourde pour ses petites épaules. La vérité, c'est que Marie Dubois n'était plus tout à fait Marie Dubois. J'avais été une autre femme, une infirmière en chirurgie traumatologique, une de celles qu'on appelle quand l'enfer se déchaîne. Dans un hôpital militaire, près de la base de Saint-Nazaire, c'est à moi qu'on confiait les cas les plus désespérés, les blessures les plus affreuses, les corps déchiquetés, le sang à flot. Coudre, arrêter l'hémorragie sous pression, maintenir une vie quand la mort vous la volait déjà des mains. C'était mon quotidien. Je pouvais ralentir le destin, pour un temps du moins. Mais ça, c'était avant. Avant cette nuit maudite, il y a 3 ans, où j'ai vu Julien, mon mari, ma lumière, s'effondrer devant moi. 37 minutes. 37 minutes à masser son cœur, à insuffler l'air dans ses poumons, à me battre contre l'inéluctable, tout en sachant, au fond de mes tripes d'infirmière, qu'il était parti dès la première balle. J'ai compris ce jour-là qu'il y avait des plaies que même le meilleur scalpel du monde ne pourrait jamais refermer. Alors, j'ai tout laissé derrière moi. Le bloc, l'uniforme, la vie d'avant. Maintenant, je travaillais de nuit, caissière dans une supérette minable. Je vivais dans un mobile home. J'élevais ma fille seule. Autour de mon cou, une chaîne en argent, et à son extrémité, l'alliance de Julien. L'inscription à l'intérieur, guérir le monde, était effacée, presque illisible, tout comme ma propre mémoire de ce que signifiait vraiment ce mot. C'est ça que je devais lui expliquer, à Pierre Lefebvre. Cet homme que j'avais sauvé, allongé sur mon vieux canapé rapiécé, sans savoir qui il était. Moment, ici je dois m'arrêter, tout ça, cette situation avec Pierre, la villa, le fait que je sois mêlé à tout ça, c'était tellement absurde, si on y pense bien.
une infirmière de banlieue qui finit par sauver un chef de la pègre, pardon, un homme d'affaires un peu spécial, qui contrôle toute la côte atlantique. Dans mon ancien monde, on aurait dit que c'était une blague, une série B à 2 balles. Je veux dire, qui ça intéresse? Mais c'était réel. Les balles étaient réelles. Le sang était réel. La mort était réelle. Et ma peur, elle était bien réelle aussi. Cette histoire de me trouver là, à décider si je restais ou si je partais, si je risquais la vie de ma fille et la mienne pour un homme dont le monde était fait de violence, je ne sais pas si c'était courageux ou juste stupide. Peut-être un peu des deux. La logique voudrait que je prenne Sophie sous le bras et que je cours le plus loin possible. Mais il y avait autre chose. Une sorte de courant sous-marin qui m'attirait vers cet inconnu. Était-ce juste de la pitié, la résonance d'une douleur commune, ou autre chose que je n'osais pas nommer? Peu importe, on ne peut pas vraiment analyser ça quand on est en plein dedans. On réagit, c'est tout. On tente de survivre. Allez, je reprends le fil. Si tant est qu'il y en ait un. Lui, Pierre, avait 36 ans. Patron de l'empire le plus puissant de la côte atlantique, on l'appelait le fantôme. L'homme que personne n'avait vraiment vu. L'homme traqué par ceux-là même qui avaient tué Julien. Je ne le savais pas encore. Pas ce matin-là où il s'est réveillé dans mon salon. Pas ce jour-là où le soleil, traître, s'était glissé entre les vieux rideaux du mobile home pour atterrir droit sur les yeux de Pierre. Il avait ouvert les yeux, lentement. Un plafond bas, l'odeur du café déjà prêt, les oiseaux qui chantaient à la fenêtre, la banalité du monde qui continuait, ignorant le drame que j'avais vécu quelques heures auparavant. Il ne savait pas où il était. L'instinct, sans doute, lui fit chercher une arme. Mais ses doigts ne trouvèrent que le tissu rêche du canapé élimé. Il avait essayé de se redresser. La douleur avait déchiré son abdomen, si violemment qu'il avait serré les dents. La blessure était proprement pansée. Gauze blanche, neuve. Pointe de suture bien cachée en dessous. Quelqu'un l'avait sauvé. Moi. Il avait scanné la pièce. Petite, étroite. Le papier peint usé se décollait au coin. Le vieux canapé où il était allongé avait une déchirure grossièrement recousue avec un fil dépareillé. Une télévision d'un autre âge reposait sur un meuble en bois bancal. Mais tout était propre, rangé, comme si quelqu'un s'acharnait à maintenir une certaine dignité dans cet endroit, même sans argent. Sur une petite étagère, il y avait une photo. Il avait plissé les yeux. Un homme blond en blouse blanche souriait. À côté de lui, moi. Je tenais un nouveau-né. Sophie. Nous avions l'air heureux, mais la photo était vieille et le cadre fissuré n'avait jamais été remplacé. Il avait compris tout de suite. L'homme sur la photo n'était plus là. De petites pas doux l'avaient fait tourner. Sophie. Elle était apparue dans l'embrasure de la cuisine. Des cheveux blonds comme l'homme sur la photo, des yeux bleus comme la mer. 6, peut-être 7 ans. Elle l'avait regardé sans peur, seulement avec une curiosité enfantine. « Vous êtes réveillé ?» Pierre n'avait pas répondu. Il n'était pas habitué à parler aux enfants. Sophie s'était approchée un peu. « Maman a dit que vous aviez eu un accident de voiture. Ça fait mal? » « Pas trop. » Sa voix était rauque, éraillée. « Vous mentez. Maman dit que quand les adultes disent que ça ne fait pas mal, ça veut dire que ça fait très mal, mais qu'ils ne veulent pas que les autres s'inquiètent. » Pierre avait failli rire, vraiment failli. Il avait oublié ce que c'était que d'avoir envie de rire. « Comment tu t'appelles? »« Pierre. »« C'est un drôle de nom. Moi, c'est Sophie. Ma maman s'appelle Marie. Mon papa s'appelle Julien. Mais mon papa est au ciel maintenant. » Elle avait dit ça aussi calmement que si elle parlait du temps qu'il faisait. Pierre avait regardé la photo sur l'étagère. L'homme blond, Julien mort. « Tu as des enfants? » avait demandé Sophie. « Non. »« Tu as une femme? » ?»« Non. »« Pauvre vous. Être seul, c'est vraiment triste. Ma maman est seule aussi. Mais elle m'a, alors elle est moins triste. » Pierre ne savait pas quoi dire. Il avait donné des ordres à des centaines d'hommes. Il avait négocié des accords d'une valeur de millions.
Il avait regardé l'ennemi dans les yeux sans ciller. Mais une petite fille de 6 ans le laissait sans voix. C'est là que j'étais apparu dans l'embrasure de la cuisine. Vieux t-shirt, jeans délavés, cheveux bruns attachés en queue de cheval, pas de maquillage, cerne sous les yeux. Le signe de quelqu'un qui ne dort pas assez. Sophie, laisse-le se reposer. Va jouer dehors, chérie. Oui, maman. Sophie avait fait un signe de la main à Pierre. Rétablissez-vous vite, d'accord? Puis elle était sortie en courant. Je lui avais apporté un verre d'eau et 2 pilules, des antidouleurs. Il faut les prendre. Pierre m'avait regardé, vraiment regardé. La nuit précédente, à travers la fièvre et l'obscurité flottante, il n'avait vu que des yeux bleus calmes et des mains qui ne tremblaient pas. Maintenant, à la lumière du jour, il voyait plus. Une légère cicatrice sur mon poignet, une posture droite comme quelqu'un qui a été entraîné. Et mes yeux, les yeux de quelqu'un qui a vu trop de souffrance. Pourquoi vous m'avez sauvé? J'avais posé l'eau sur la table. Parce que vous étiez en train de mourir. Beaucoup de gens seraient partis. Je ne suis pas beaucoup de gens. Je lui avais tourné le dos, retournant dans la cuisine. Pierre m'avait observé. Il n'avait rien demandé d'autre. La journée s'était écoulée lentement. J'étais parti pour mon quart de l'après-midi. Madame Michaud, la propriétaire du parc, était passée avec du porridge et avait vérifié sa blessure. Sophie s'était assise dans un coin, faisant des dessins, le regardant de temps en temps, souriant. Pierre avait tout étudié. Ce petit mobile home était propre, mais tout y était vieux. Le réfrigérateur cliquetait fort. Le robinet était rouillé. Les jouets de Sophie n'étaient que quelques poupées en plastique bon marché et des boîtes de crayons de couleur usées jusqu'à la corde. Mais sur le mur, les dessins de Sophie étaient soigneusement encadrés. Marie Dubois était pauvre, mais elle aimait sa fille. La nuit était tombée. J'étais rentré tard. J'avais vérifié la blessure de Pierre en silence, puis j'avais donné le bain à Sophie et lui avais lu une histoire jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Pierre avait écouté ma voix s'échapper de la pièce voisine pendant que je lisais un conte de fées. Douce, chaleureuse, rien à voir avec la voix froide et sèche que j'utilisais avec lui. Quand Sophie dormait profondément, j'étais sorti sur le perron et m'étais assise. Pierre m'observait par la fenêtre. Je m'étais assise sur la marche, fixant le ciel nocturne. Ma main faisait tourner l'anneau de la chaîne en argent autour de mon cou. Une alliance, je suppose qu'il l'avait deviné. Je pensais à Julien. Pierre avait attrapé son téléphone. Je ne le lui avais pas confisqué. Peut-être que je ne voulais pas savoir qui il était. Il avait composé le numéro d'Antoine. Patron, la voix d'Antoine était étouffée à l'autre bout. Où êtes-vous? On vous a cherché partout. Je vous croyais mort. Tais-toi. Écoute. Pierre avait baissé la voix. Cette nuit-là, quelqu'un m'a vendu. Les Kostov connaissaient le chemin exact. C'est qui la taupe? Silence un instant. Puis Antoine. Reed, je le soupçonne depuis longtemps. Cette nuit-là, il était le seul à connaître votre itinéraire. Reed, Pierre se souvenait du nom. 5 ans à ses côtés, digne de confiance. Et il l'avait trahi. Occupe-toi de lui. C'est fait. Il a dit que les Kostov l'avaient payé 200 000 €. Pas cher, vraiment. La mâchoire de Pierre s'était serrée. Sa vie valait 200 000 €. Patron, où êtes-vous? Je viens vous chercher. Non, ne me cherche pas. Si tu viens, tu amèneras les Kostov avec toi. J'ai besoin de temps pour récupérer. Mais patron, c'est un ordre. Personne ne doit savoir que je suis vivant, pas même les gens à l'intérieur de l'organisation. Tu comprends? Je comprends, avait répondu Antoine à contre-cœur. Soyez prudent. Pierre avait mis fin à l'appel. Il avait regardé par la fenêtre. J'étais toujours là, toujours en train de faire tourner l'alliance. Le clair de lune baignait mes cheveux. J'avais l'air seul, tellement seul, comme lui. Pierre ne savait pas qui j'étais. Il ne savait pas pourquoi j'avais les compétences pour recoudre une blessure comme un chirurgien. Il ne savait pas comment mon mari était mort. Mais il savait une chose. Je lui avais sauvé la vie sans demander qui il était, et il me devait ça.
Pierre Lefebvre n'oubliait jamais une dette. Le troisième jour, Pierre pouvait s'asseoir sans aide. La blessure guérissait, mais la douleur s'intensifiait chaque fois qu'il bougeait trop brusquement. Je lui avais dit de rester immobile sur le canapé pendant que je me préparais à changer son pansement. Sophie était chez Madame Michaud, la voisine, pour jouer. La pièce était silencieuse, seulement le bruit de moi ouvrant ma trousse médicale. Je tirai d'une chaise près de lui, puis commençai à retirer l'ancien bandage. Mes mains bougeaient avec une précision nette, décisive. Pas un geste superflu. Pierre me regardait faire. La lumière du jour entrait par la fenêtre et il l'avait vue. La cicatrice sur mon poignet. Pas une cicatrice. Plusieurs. Légères et anciennes. Comme si quelqu'un m'avait un jour serré le poignet si fort que cela avait laissé des marques qui ne s'étaient jamais vraiment effacées. Je l'avais remarqué. Il regardait. Je ne les avais pas cachés. Je n'avais pas expliqué. J'avais juste continué à changer le pansement. Ce n'est pas l'habileté d'une infirmière ordinaire, avait dit Pierre. Je n'avais pas levé les yeux. Je ne suis pas une infirmière ordinaire. Qu'étiez-vous? Mes mains s'étaient arrêtées une seconde, puis elles avaient repris leur mouvement. Infirmière en chirurgie traumatologique, hôpital militaire. Pierre avait compris immédiatement. Un hôpital militaire, là où ils amenaient les pires cas, les blessures de bombes, de balles, de shrapnel. J'avais travaillé dans le sang et la mort. J'avais maintenu des gens en vie alors qu'ils n'avaient plus que quelques minutes. Pourquoi avez-vous arrêté? J'avais enroulé le nouveau bandage autour de son abdomen, serré, professionnel. Quelque chose s'est passé qui m'a rendu impossible de continuer. Quelque chose en rapport avec votre mari? Mes mains s'étaient complètement arrêtées. J'avais levé les yeux vers lui. Mes yeux étaient froids, pas cruels. La froideur de quelqu'un qui a gardé ses sentiments gelés trop longtemps. Qu'est-ce que vous savez de mon mari? Rien, j'ai juste vu sa photo sur l'étagère. Sophie a dit que son papa est au ciel. Mon regard s'était tourné vers l'image. Julien souriait à l'intérieur du cadre. Le sourire d'un homme qui ne sait pas qu'il va mourir. Julien était chirurgien, avais-je dit, ma voix s'abaissant. Le meilleur de l'hôpital. Il sauvait des vies, c'est ce qu'il faisait, c'est pourquoi il est mort. Pierre n'avait rien dit, il avait juste écouté. Il y a 3 ans, cette nuit-là, j'étais de garde à l'hôpital militaire. Julien était dans un hôpital civil à 20 minutes de route. Ils ont amené un cas d'urgence, un criminel blessé par balle. Il venait de tuer 2 policiers lors d'une poursuite. J'avais fait une pause, pris une profonde inspiration. Il s'appelait Victor Kostov. Pierre avait senti le sang dans ses veines se glacer. Victor Kostov, le fils de Dimitri Kostov, le chef de la mafia russe qu'il traquait. Celui qui avait ordonné le meurtre de sa sœur. Julien a refusé d'opérer, avais-je continué. Le règlement de l'hôpital autorise un médecin à refuser s'il y a danger. Cet homme venait de tuer des gens. Ces hommes étaient dehors. Julien ne voulait pas mettre le personnel en danger. Je m'étais arrêté de changer le pansement. Mes mains avaient commencé à trembler légèrement. Victor n'a survécu que parce qu'un autre chirurgien a finalement été contraint sous la menace d'une arme à intervenir. Mais le délai a failli lui coûter la vie et l'a laissé avec des cicatrices permanentes. Ces gens ont été humiliés qu'un médecin ose leur désobéir et ils ont blâmé Julien pour la souffrance de Victor. Pierre savait ce qui allait suivre. Il avait vu les Kostov le faire plus d'une fois. La vengeance, brutale, sans pitié. 2 jours plus tard, je venais de rentrer. Sophie dormait dans sa chambre, Julien lisait dans le salon. Ma voix avait commencé à trembler. La porte a été défoncée. 3 hommes se sont précipités à l'intérieur. Je n'ai pas eu le temps de réagir. L'un d'eux m'a attrapé. J'avais baissé les yeux sur les cicatrices de mon poignet. Il m'a tenu si fort. Je me suis débattu, mais je n'ai pas pu me libérer. Ils ont tiré 2 fois sur Julien, poitrine et abdomen, juste devant moi. Les larmes avaient commencé à couler sur mes joues, mais ma voix était restée égale, comme si je m'étais raconté cette histoire 1000 fois.
Puis ils sont partis comme s'ils venaient de finir quelque chose d'ordinaire. Je me suis traîné jusqu'à Julien. Il y avait du sang partout. Il respirait encore. Il me regardait encore. J'avais cligné des yeux. Mes larmes étaient tombées sur mes mains. J'ai fait un massage cardiaque pendant 37 minutes. 37 minutes. J'ai pressé sa poitrine et respiré dans sa bouche et l'ai supplié de ne pas mourir. J'avais regardé Pierre, les yeux rougis et à vif. Vous savez ce que c'est? Je suis infirmière en chirurgie traumatologique. Je peux regarder une blessure et savoir qui va vivre et qui va mourir. La première balle avait touché son cœur. Julien était mort dès la première seconde. Je le savais, mais je n'ai pas pu m'arrêter. J'avais essuyé mes larmes du revers de la main, d'un geste brusque et furieux, comme si j'étais en colère contre moi-même de pleurer. La police est arrivée. Ils ont dû me tirer de Julien. Sophie pleurait dans sa chambre. Elle avait tout entendu, mais elle n'était pas sortie parce que je lui avais appris que si quelque chose se passait, elle devait se cacher dans le placard et ne pas bouger. Je m'étais tourné de nouveau vers Pierre. Vous avez demandé pourquoi j'avais démissionné. Parce que je pouvais sauver des centaines d'étrangers, mais je n'ai pas pu sauver mon propre mari. Parce que chaque fois que je vois du sang, je vois Julien par terre. Parce qu'il y a des plaies qu'aucun scalpel ne peut guérir. Saustin. Je m'étais levé et avais commencé à ranger les fournitures médicales. Ils n'ont jamais attrapé la personne qui a donné l'ordre. La police a dit que c'était un gang. L'affaire s'est refermée. J'ai emmené Sophie ici. Je vis dans ce mobile home bon marché. Je travaille de nuit comme caissière. J'essaye de tout oublier. J'avais jeté un dernier regard à Pierre avant de passer dans la cuisine. C'est pour ça que je vous ai sauvé, parce que je ne peux pas regarder une autre personne mourir devant moi et ne rien faire, qui que ce soit. Puis j'avais disparu derrière la porte de la cuisine. Pierre était resté immobile sur le canapé. Dans son esprit, il n'y avait qu'un seul nom. Victor Kostov, le fils de Dimitri Kostov, l'homme que Pierre avait tué 2 ans plus tôt dans le cadre de sa vengeance pour Claudette. Il s'avérait qu'avant que Pierre ne le traque et ne l'achève, la rencontre de Victor avec la mort à cet hôpital avait déjà détruit une autre famille. Julien Dubois, mon mari, le père de Sophie, mort parce qu'il avait refusé de sauver un criminel. Pierre avait fermé les yeux. Le destin avait un sens cruel de l'ironie. La femme qui lui avait sauvé la vie était une victime de l'ennemi même qu'il traquait. Elle ne le savait pas, et il ne savait pas s'il devait lui dire. Le 5e jour, Pierre pouvait marcher à nouveau, même si ça faisait encore mal. Les pointes de suture guérissaient bien, grâce à mon habileté et au changement de pansement régulier. Ce matin-là, j'étais parti tôt pour mon corps. Madame Michaud avait emmené Sophie chez elle. Pierre était seul dans la petite pièce. Il s'était tenu à la fenêtre et avait regardé le parc de Mobile Home. Vieilles maisons mobiles alignées. Des personnes âgées assises sur leur porche avec leur café. Des enfants courant sur l'herbe. Paisible. Pauvre mais paisible. Il avait vécu si longtemps dans un monde d'armes et de sang qu'il avait oublié à quoi ressemblait une vie ordinaire. Le bruit d'un moteur de voiture avait ramené son attention. Une berline noire s'était arrêtée au bout du chemin de terre. La portière s'était ouverte. Antoine était sorti. Pierre avait reconnu la démarche familière de son bras droit. Immédiatement, il avait ouvert la porte du mobile home et était sorti. Antoine l'avait vu, et le visage de l'homme de 34 ans s'était détendu de soulagement. Il s'était avancé puis s'était arrêté à quelques pas de Pierre. Il avait baissé la tête. « Patron, vous êtes vivant. » Pas une question, une confirmation. « Je t'avais dit de ne pas me chercher », avait dit Pierre, sa voix froide. Antoine avait levé les yeux. « Je n'ai pas cherché. J'ai juste passé devant tous les hôpitaux et cliniques dans un rayon de 80 kilomètres. Rien. Alors, j'ai pensé que soit vous étiez mort, soit quelqu'un vous avait sauvé sans vous emmener à l'hôpital. J'ai vérifié les zones isolées. Ce parc de mobile home était le dernier endroit où j'avais prévu de chercher. Intelligent, avait dit Pierre, non pas comme un éloge, seulement comme une évaluation. Qui vous a sauvé? Ça n'a pas d'importance. Patron,
J'ai besoin de savoir pour m'assurer que cette personne n'est pas une menace. Elle n'est pas une menace, juste une femme ordinaire. Antoine avait regardé le mobile home derrière Pierre, petit, vieux, appartenant clairement à quelqu'un sans argent. Vous lui faites confiance? Oui. Antoine n'avait rien demandé d'autre. Il savait quand s'arrêter. Quelle est la situation là-bas? Avait demandé Pierre. Kostov vous croit mort, il fait ça. Notre organisation fonctionne toujours normalement. J'ai gardé le secret de votre survie. Seul moi le sais. Bien, garde ça comme ça. J'ai besoin de plus de temps. Combien de temps? Je ne sais pas. Quand je serai prêt, j'appellerai. Antoine avait hoché la tête. Vous avez besoin de quelque chose? De l'argent, des médicaments, des armes? Non, pas. Ne reviens pas à moins que je t'appelle. Antoine avait de nouveau incliné la tête plus bas qu'avant. Oui, patron. Puis il avait fait demi-tour et était retourné à la voiture. Pierre l'avait regardé jusqu'à ce que la berline noire disparaisse au bout de la route. Je ne savais pas quand il était rentré. Je me tenais à plusieurs mètres de là, un sac de course à la main. Mes yeux étaient fixés sur lui, froid, suspicieux et effrayé. « Entrez !» avait dit Pierre. Je n'avais pas bougé. Qui était-ce? Antoine. Il travaille pour moi. Travaille pour vous, avais-je répété. Il s'est incliné devant vous. Il vous a appelé patron. Qui êtes-vous? Pierre était resté silencieux. Qui êtes-vous? Avais-je redemandé, ma voix plus haute maintenant. Je vous ai laissé entrer chez moi. Je vous ai sauvé la vie. Je vous ai laissé approcher ma fille. Vous me devez la vérité. Pierre m'avait regardé, une femme qui avait perdu son mari à cause de la violence, une femme qui essayait de protéger sa petite fille. Une femme qu'il avait sauvée sans demander qui il était. Elle méritait de savoir. Entrez, je vais vous le dire. Nous étions entrés dans le mobile home. J'avais posé le sac de courses sur la table, mais ne m'étais pas assise. J'étais resté à une distance sûre de lui. Dans son achat, lui. Comme prêt à m'enfuir à tout moment. Je m'appelle Pierre Lefebvre, avait-il commencé. Les gens m'appellent le fantôme. J'avais pris une inspiration sifflante. Je connaissais ce nom. Tout le monde le connaissait. Le fantôme, le chef de la mafia qui contrôlait les opérations de transport maritime le long de la côte atlantique. L'homme que personne n'avait jamais vraiment vu. Celui que même la police n'osait pas toucher. Sortez de ma maison, avais-je dit. Ma voix tremblait, mais mes yeux non. Sortez de ma maison maintenant. Pierre n'avait pas bougé. Vous avez tous les droits de me jeter dehors. Mais avant que je parte, vous devez entendre une chose. Je n'ai rien à entendre de la mafia. Même si cela concerne la mort de votre mari, je m'étais figé. Victor Kostov, avait dit Pierre lentement. L'homme que votre mari a refusé de sauver. L'homme qui a été blessé par balle était mort à l'hôpital cette nuit-là. Il était le fils de Dimitri Kostov. Je n'avais rien dit, je le fixais. Dimitri Kostov est le chef du syndicat Kostov, mafia russe. Il a ordonné le meurtre de votre mari en vengeance de son fils. Pierre avait fait un pas de plus. J'avais reculé d'un pas. Il y a 2 ans, Dimitri Kostov a enlevé ma sœur Claudette, 24 ans, étudiante. Elle n'avait rien à voir avec mon travail, mais Kostov voulait l'utiliser pour me forcer à me rendre. La voix de Pierre s'était abaissée. J'ai refusé et il l'a tué. Silence. Je chasse Kostov depuis 2 ans, les tuant un par un au sein de son organisation. C'est pourquoi il m'a tendu une embuscade cette nuit-là. C'est pourquoi j'ai failli mourir sur la route où vous êtes tombé. Pierre s'était arrêté. Il m'avait regardé droit dans les yeux. Même ennemi, Marie. Dimitri Kostov. Il a tué votre mari. Il a tué ma sœur. Il me traque. Et s'il découvre que vous m'avez sauvé, il vous tuera. J'étais resté parfaitement immobile. Mes lèvres s'étaient entrouvertes, mais aucun son n'était sorti. Je parle. Pierre avait dit, « Je ne veux pas vous mettre en danger, mais vous aviez besoin de la vérité. Vous aviez besoin de savoir qui vous a volé votre mari. » Il avait marché vers la porte, puis s'était arrêté et s'était retourné pour me regarder une dernière fois. « Merci de m'avoir sauvé, je n'oublierai pas. »
Puis il avait ouvert la porte et était sorti. J'étais resté seul dans le mobile home. Ma main serrait l'alliance contre ma poitrine. Julien, Dimitri Kostov, le fantôme. Tout tournait dans ma tête. Je ne savais pas quoi faire. Je savais seulement que la vie paisible que j'avais tant lutté pour construire pendant 3 ans venait de s'effondrer complètement. Pierre avait à peine franchi la porte qu'il m'avait entendu derrière lui. Attendez, il s'était arrêté, mais ne s'était pas retourné. Mes pas s'étaient rapprochés. Votre sœur. Ma voix était plus petite maintenant qu'avant. La colère était partie. Ce qui restait, c'était l'épuisement. Elle était comment? Pierre s'était retourné. Je me tenais dans l'embrasure du mobile home. La lumière du soleil de fin d'après-midi me baignait le visage. Mes yeux étaient encore rouges, mais il n'y avait plus de peur en eux, seulement de la douleur, le genre de douleur qui appartient à quelqu'un qui comprend ce que la perte signifie. Claudette. Il avait prononcé le nom de sa sœur comme s'il touchait une blessure qui n'avait toujours pas guéri. Elle aimait dessiner, elle adorait la musique classique, elle détestait veiller tard, mais elle restait toujours éveillée jusqu'à 2 heures du matin pour étudier quand même. Il avait baissé les yeux vers le sol. Elle était la seule personne de ma famille qui n'avait pas peur de moi. Tous les autres me regardaient et voyaient le fantôme. Claudette me regardait et voyait son frère. Elle m'appelait chaque semaine juste pour demander si j'avais mangé. Je n'avais rien dit, j'avais juste écouté. Je l'avais gardée loin de mon travail. Personne ne savait que j'avais une sœur. Personne ne savait où elle était. Je pensais que ça suffirait à la protéger. La voix de Pierre était devenue amère. Je me suis trompé. Il avait levé les yeux vers moi. Je ne sais toujours pas comment Kostov a trouvé Claudette. Un jour, elle a disparu de sa chambre universitaire. Aucune trace, aucun témoin, juste une photo envoyée sur mon téléphone. Il s'était arrêté, avait pris une inspiration. Claudette était ligotée à une chaise, du ruban adhésif sur la bouche. Ses yeux regardaient droit dans l'appareil photo, terrifiés, mais elle ne pleurait pas. Elle ne voulait pas que je la voie faible. Kostov a fixé les conditions, lui remettre toute mon organisation, quitter la côte atlantique, disparaître. En échange, Claudette serait libérée. « Vous avez refusé » avais-je dit. Non, pas une question. J'ai refusé, avait hoché Pierre. Pas parce que l'organisation comptait plus que ma sœur, mais parce que je connaissais Kostov. Il ne tient pas parole. Même si je m'étais rendu, il aurait quand même tué Claudette. Puis il m'aurait tué. J'ai pensé que si je me battais, je pourrais la sauver. Mais vous n'avez pas pu. Je n'ai pas pu, avait répété Pierre, sa voix se brisant une seule seconde avant de se stabiliser. Quand mes hommes ont trouvé l'endroit où Kostov retenait Claudette, il était trop tard. 3 jours. Il l'a gardée 3 jours. Il n'avait pas dit ce qu'elle avait enduré pendant ces 3 jours. Il n'en avait pas eu besoin. Je comprenais. Après ça, je n'ai eu qu'un seul but. Tuer chaque homme de l'organisation Kostov, un par un, jusqu'à ce que ce soit le tour de Dimitri. Les yeux de Pierre s'étaient assombris. 2 ans. J'en ai tué plus de 20, dont Victor, son fils, l'homme que votre mari a refusé de sauver. J'avais cligné des yeux. J'ai tué Victor 6 mois après la mort de Claudette. Je l'ai trouvé dans une boîte de nuit. Il ne savait pas qui j'étais. Personne ne connaît mon visage. Pierre avait soutenu mon regard. Je ne le regrette pas. Je ne parlais pas. Je ne savais pas ce que j'étais censé ressentir. Victor Kostov était la cause indirecte de la mort de Julien. Et maintenant, je savais que Victor était mort, par la main de l'homme debout devant moi. « Vous pensez que je suis un monstre ?» avait dit Pierre. « Je pense que vous êtes quelqu'un qui souffre » avais-je répondu. Pierre s'était tu. Il m'avait regardé. Pour la première fois depuis que nous nous étions rencontrés, il ne savait pas quoi dire. « Je le vois » avais-je continué, « dans vos yeux. La même chose que je vois chaque fois que je me regarde dans le miroir. La douleur, la colère et la culpabilité de ne pas avoir sauvé la personne que vous aimiez.
J'étais descendu de la marche du Mobile Home et m'étais tenu devant lui. Vous n'êtes pas un monstre, Pierre. Vous êtes juste quelqu'un qui a trop perdu. Pierre m'avait regardé longtemps, puis il avait reculé d'un pas. Je dois y aller. Plus je reste ici, plus vous êtes en danger. Si Kostov apprend que vous m'avez sauvé, il vous fera ce qu'il a fait à Claudette. Je sais que vous n'avez pas peur. J'ai peur, avais-je dit honnêtement. Mais j'ai peur depuis 3 ans. Un peu plus ne changera rien. Pierre n'avait rien dit d'autre. Il s'était retourné et était parti. Sa silhouette avait lentement disparu dans le soleil couchant. Je suis resté là à regarder jusqu'à ce que je ne puisse plus le voir. Ma main serrait l'alliance contre ma poitrine. Julien, il me manquait. Son sourire. La façon dont il me serrait chaque nuit. Mais pour la première fois en 3 ans, je pensais à un autre homme. Un homme portant le même genre de douleur que moi. Un homme qui venait de retourner seul dans l'obscurité. 3 jours s'étaient écoulés depuis le départ de Pierre. J'avais essayé de vivre comme si rien ne s'était passé. Je me levais à 5h30, préparais le petit déjeuner pour Sophie, l'emmenais à l'école, rentrais au mobile home pour nettoyer, travaillais l'après-midi à la supérette, rentrais à la maison, lisais à ma fille jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Encore et encore, normal, en sécurité. Mais je savais que quelque chose n'allait pas. Le premier jour, j'avais remarqué la voiture, une berline noire garée au bout du chemin menant au parc. Je ne pouvais pas distinguer la personne à l'intérieur car les vitres étaient teintées. Elle était restée là toute la matinée, puis avait disparu l'après-midi. Je m'étais dit que c'était peut-être juste quelqu'un qui rendait visite à un voisin. Rien d'inhabituel. Le deuxième jour, Madame Michaud l'avait mentionné lors du thé de l'après-midi. « Quelqu'un s'est renseigné sur toi, Marie. » J'avais gardé ma voix stable. « Qui? » « Un homme, il avait un drôle d'accent. Il a demandé depuis combien de temps tu vivais ici, si quelqu'un te rendait visite, s'il y avait un homme qui vivait avec toi. » Madame Michaud avait froncé les sourcils. Je lui ai dit que je ne savais pas. Je n'ai pas aimé sa façon de demander, comme s'il t'enquêtait. Mon cœur s'était mis à battre plus vite, mais j'avais forcé un sourire. Probablement un agent de recensement ou quelque chose. Ne t'inquiète pas. Madame Michaud avait hoché la tête, mais ses yeux étaient restés inquiets. Cette nuit-là, j'avais appelé ma mère dans une autre ville. Un appel normal, des questions sur sa santé, sur Sophie, mais à mi-chemin, j'avais entendu un son étrange. Un petit clic comme si quelqu'un écoutait. J'avais cessé de parler, silence pendant quelques secondes. Puis le clic était revenu. J'avais raccroché immédiatement. Mes mains tremblaient. Il me surveillait. Il m'avait trouvé. Le 3e jour, le capitaine Moreau était venu. Je lavais la vaisselle dans la cuisine quand j'avais entendu frapper. J'avais ouvert la porte et l'avais trouvé là. Uniforme de police, chapeau à la main, un visage de 52 ans marqué par le genre de raid que l'on gagne après avoir trop vu. Wade Moreau était de l'ami de collège de Julien. Il était venu à notre mariage. Il avait été le premier sur les lieux la nuit où Julien a été tué, et c'est lui qui m'avait aidé à déménager dans cette ville quand je voulais fuir mon passé. « Salut, Mary. »« Salut, Tonton Wade. Quelque chose ne va pas? » Le capitaine Moreau avait regardé au-delà de moi, dans le mobile home, puis de nouveau moi. « Je peux entrer? » J'avais ouvert la porte plus grand. Il était entré, s'était assis sur le vieux canapé, le même où Pierre avait été étendu quelques jours plus tôt. Je lui avais préparé du thé, forçant mes mains à ne pas trembler. « On m'a dit qu'on avait vu un homme étrange près de ton mobile home ces derniers jours, » avait dit le capitaine Moreau, sa voix douce, mais ses yeux perçants. Grand, cheveux foncés, vêtements coûteux, pas comme quelqu'un qui vit par ici. J'avais posé une tasse de thé devant lui. Je ne connais personne comme ça. Non, non. Le capitaine Moreau avait pris une gorgée de thé, lente, mesurée. Marie, tu sais que je ne suis pas le genre d'homme à fourrer son nez dans les affaires des autres. Mais j'ai promis à Julien de veiller sur toi et Sophie. Si quelque chose se passe, tu peux me le dire. J'avais baissé les yeux sur ma propre tasse. Rien ne se passe, Tonton Wade.
Juste quelqu'un de passage qui demande son chemin. Les gens se perdent par ici. Le capitaine Moreau m'avait regardé longtemps. Il ne me croyait pas. Je savais qu'il ne me croyait pas. Mais il n'avait pas insisté. Il s'était levé. D'accord. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. Oui, monsieur. Merci. Il avait atteint la porte, puis s'était arrêté et s'était retourné. Julien était un homme bien. Il voulait que tu sois en sécurité. Ne fais rien de stupide. Tu m'entends? Puis il était parti. J'avais fermé la porte, m'étais adossé au mur, respirant difficilement. Cette nuit-là, j'étais allé travailler comme d'habitude. Un quart de 18 heures à 2 heures du matin. La supérette se trouvait à la périphérie de la ville. Peu de clients, calme. J'aimais ce corps parce que ça me laissait du temps pour réfléchir. Mais cette nuit, je ne pouvais penser à rien d'autre que la peur. 1h45 du matin, 15 minutes avant la fin de mon quart, le magasin était vide. J'étais en train de vérifier le stock dans les rayons quand la sonnette de la porte avait retenti. 3 hommes étaient entrés, grands, manteau noir, visage froid comme la pierre. Ils n'avaient pas été vers les allées. Ils avaient marché droit vers la caisse, droit vers l'endroit où je me tenais. Un frisson glacial avait parcouru ma colonne vertébrale. Celui de devant s'était arrêté à environ 1 mètre de moi. Il avait souri, un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. « Marie Dubois », avait-il dit, son accent russe épais. « Nous devons parler d'un ami commun. » J'avais forcé ma voix à rester calme, même si mon cœur battait à tout rompre, comme s'il allait éclater. « Je ne sais pas de qui vous parlez. » L'homme de devant avait incliné la tête, m'étudiant. Il avait un visage dur, anguleux, et des yeux gris aussi froids que l'acier. « Ne jouez pas à ça avec moi, mademoiselle. Nous savons que vous l'avez sauvé. Cette nuit-là, sur la route de la forêt, vous avez arrêté votre voiture et l'avez emmenée avec vous. » J'avais secoué la tête. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. Cette nuit-là, j'ai fini le travail et je suis rentré directement chez moi. » Le chef avait jeté un coup d'œil aux 2 autres. L'un d'eux avait marché jusqu'à la porte d'entrée et avait tourné le panneau de « ouvert » à « fermé ». L'autre avait baissé le rideau sur la vitre. Je savais ce qui allait arriver. J'avais fait un pas en arrière, mais le comptoir de la caisse était derrière moi. Pas moyen de courir. Le chef s'était rapproché. Il avait passé la main par-dessus le comptoir, m'avait agrippé une poignée de cheveux et avait tiré fort. J'avais crié alors que ma tête était tirée en arrière. « Écoutez attentivement », avait-il dit juste devant mon visage. Son souffle puait la cigarette et l'alcool. Pierre Lefebvre, le fantôme. Où est-il? Je ne connais personne qui s'appelle Pierre. Je ne suis qu'une caissière. Je ne sais rien. Il avait tiré mes cheveux plus fort. Des larmes avaient coulé de mes yeux à cause de la douleur. Vous croyez qu'on est stupide? On vous surveille depuis 1 semaine. On sait qu'il était dans votre mobile home pendant 5 jours. On sait qu'il est parti il y a 3 jours. Il s'était penché encore plus près. Vous me dites où il est allé. Ou j'irai à votre mobile home et je demanderai à votre fille. La petite s'appelle Sophie, n'est-ce pas? 6 ans, cheveux blonds, école de milieu bois. Un froid paralysant avait parcouru mon corps. Il savait pour Sophie. Il savait tout. S'il vous plaît, avais-je murmuré, ne touchez pas à mon enfant. Alors parlez. J'avais fermé les yeux. Des larmes coulaient sur mes joues. D'accord, je vais vous dire. J'avais ouvert les yeux et l'avais regardé avec quelque chose qui ressemblait à de la reddition. Il a dit qu'il irait au quai de l'estuaire, mais je ne sais pas exactement où. Le chef avait un peu desserré sa prise sur mes cheveux. Quai de l'estuaire, continuez. J'avais hoché la tête, mes yeux avaient cligné vers la gauche. Un extincteur pendait au mur à quelques mètres. Il a dit qu'il y avait un entrepôt là-bas. Il va y retrouver ses hommes. Je n'avais pas terminé la phrase. Ma main gauche s'était étendue aussi vite que l'éclair. J'avais arraché l'extincteur de son crochet et l'avais balancé directement sur le visage du chef. Le craquement du métal contre l'os avait été net et sec. Il avait lâché mes cheveux et s'était effondré. Du sang avait jailli de son nez. Je n'avais pas attendu. J'avais sauté par-dessus le comptoir et avait couru vers la portière.
vers la porte arrière. Derrière moi, il y avait le cri du chef et les pas lourds des deux autres hommes qui me poursuivaient. J'avais défoncé la porte arrière. Une ruelle sombre, des poubelles et des chariots de livraison bloquant le chemin. J'avais couru comme je n'avais jamais couru auparavant. Mon cœur était déchaîné. Mes poumons brûlaient. Les pas derrière moi se rapprochaient de plus en plus. L'un d'eux était plus rapide que l'autre. J'entendais sa respiration juste derrière moi. J'avais tourné dans un passage étroit. Mon pied s'était pris dans quelque chose. J'avais basculé en avant et m'étais cogné durement contre le sol. Mes genoux et mes paumes s'étaient écorchés sur l'asphalte. J'avais essayé de me relever en hâte, mais c'était trop tard. L'homme était déjà debout au-dessus de moi. Il avait sorti un pistolet et il avait pointé sur ma tête. « Espèce de garce » avait-il craché entre ses dents. « Tu as cassé le nez à mon patron. » J'avais fermé les yeux. Je pensais à Sophie, au sourire de ma fille, à la façon dont elle m'appelait chaque matin. Sophie serait orpheline, tout comme moi j'avais été orpheline sans mes parents. Tout comme j'avais perdu Julien. Un coup de feu avait éclaté. J'attendais la douleur, mais rien n'était venu. J'avais ouvert les yeux. L'homme qui me poursuivait était face contre terre, du sang s'étalant de sa tête. Derrière lui, hors des ombres, une silhouette s'était avancée. Pierre. Il tenait un pistolet qui fumait encore. Ses yeux étaient glacials. Il avait enjambé le corps de l'homme mort et s'était penché, me tirant sur mes pieds. « Vous, je ne pouvais pas finir. J'ai dit que je veillerais à ce que cela n'arrive pas, » avait-il dit, sa voix calme, comme s'il venait de faire quelque chose d'ordinaire. « Êtes-vous blessé? » J'avais secoué la tête, mes jambes tremblaient si fort que je pouvais à peine tenir debout. Pierre avait regardé vers le bout de la ruelle. Des pas résonnaient à nouveau. Les deux autres hommes arrivaient. « Allez, maintenant !» Il avait attrapé ma main et m'avait entraîné dans l'obscurité. Nous avions couru à travers les ruelles sombres jusqu'à atteindre la voiture de Pierre garée à quelques pâtés de maison. Il avait ouvert la portière, m'avait poussé à l'intérieur, puis s'était glissé derrière le volant. La voiture avait démarré dans la nuit. Je m'étais recroquevillé sur le siège passager. Mes mains tremblaient encore. Mes genoux et mes paumes saignaient des écorchures de ma chute, mais je ne ressentais aucune douleur. Je me sentais engourdi. « Sophie » avais-je murmuré. « Mon enfant, ils savent pour mon enfant. »« Je sais » avait dit Pierre, les yeux fixés sur la route. « J'ai déjà envoyé quelqu'un chercher Sophie. » Je m'étais tourné pour le regarder. « Qu'avez-vous fait? » « Madame Michaud a emmené Sophie quelque part en sécurité. Mes hommes les protègent. »« Comment saviez-vous que cela allait arriver? »« Parce que je connais Kostov. » Pierre avait tourné sur la route menant au parc. « Je vous surveille depuis le jour de mon départ. Je les ai vus vous surveiller. Je savais qu'ils agiraient bientôt. Je ne savais pas si je devais le remercier ou être furieuse. Il m'avait regardé. Il savait que j'étais en danger, mais il m'avait aussi sauvé, et il avait sauvé Sophie. La voiture s'était arrêtée devant mon mobile home. Un SUV noir était déjà garé là. Antoine était adossé contre, attendant. Quand il avait vu Pierre sortir avec moi, le visage de l'homme de 34 ans s'était durci instantanément. « Patron !» Antoine avait hoché la tête à Pierre, puis m'avait regardé avec un regard froid et évaluateur. « Qui est-elle? »« La femme qui m'a sauvé. Je sais qu'elle vous a sauvé. Je sais aussi que Kostov vient de la trouver. » Antoine s'était rapproché. « Patron, elle pourrait être un piège. Kostov l'a peut-être laissé vivre exprès pour nous attirer. » J'avais senti le sang m'embraser. Je ne suis le piège de personne. Je veux juste protéger ma fille. Antoine m'avait regardé comme si j'étais un serpent venimeux. Tout le monde dit ça, assez. Pierre avait coupé court. Sa voix n'était pas forte, mais elle avait suffisamment de poids pour qu'Antoine se taise. Elle n'est pas un piège. C'est une victime de Kostov. Tout comme nous. Son mari a été tué par Kostov il y a 3 ans. Antoine était resté silencieux un instant. Puis il avait hoché la tête à contre-cœur. « D'accord, si vous lui faites confiance. » « Je lui fais confiance. Sophie et Madame Michaud sont en sécurité.
Je les ai emmenés dans un chalet dans le nord. Personne ne connaît cet endroit. J'avais expiré un souffle que je ne savais pas retenir. Je veux voir ma fille. Vous la verrez, avait dit Pierre. Mais d'abord, vous devez m'écouter. Nous étions entrés dans le mobile home. La pièce était la même qu'avant. Mais maintenant, elle me semblait étrange. Cet endroit n'était plus sûr. Plus rien n'était sûr. Pierre s'était tenu au milieu du salon et m'avait regardé. Vous avez deux choix. Le premier est d'appeler la police. Le capitaine Moreau est l'ami de votre mari, n'est-ce pas? Il peut vous protéger. La police ne peut pas tenir tête à Kostov, avais-je dit. Je le savais. J'avais vu à quel point ils avaient été impuissants après la mort de Julien. Exact, ils ne peuvent pas, avait dit Pierre, hochant la tête. Le deuxième choix est le FBI. Ils ont une protection des témoins. Ils vous donneront une nouvelle identité. Vous déménageront dans une autre ville. Vous et Sophie repartez à zéro. Je l'observais. Ça semble raisonnable. Ça ne fait que paraître. Pierre s'était rapproché. Savez-vous comment fonctionne la protection des témoins? Vous perdez tout. Votre nom, votre passé, vos souvenirs. Vous ne pouvez contacter personne de votre ancienne vie. Ni Madame Michaud, ni ami, personne. Il avait fait une pause. Sophie grandira sans savoir qui était son père. Vous n'aurez pas le droit de lui parler de Julien. Pas de photos, pas de souvenirs, car tout ce qui vient de votre passé peut être un indice qui mène Kostov à vous. J'avais l'impression que quelqu'un m'avait frappé en pleine poitrine. Mes yeux s'étaient tournés vers la photo de Julien sur l'étagère. Son sourire, ses yeux. Sophie avait les yeux de son père. Chaque jour, quand je regardais ma fille, je voyais Julien. Il y a un troisième choix, avait dit Pierre. Venez avec moi. Je m'étais tourné vers lui. Où? Quelque part en sécurité. Quelque part où Kostov ne pourra pas vous trouver. Vous et Sophie restez là jusqu'à ce que j'en finisse avec Kostov. En finir comment? En le tuant, avait dit Pierre clairement, sans détour. Je le traque depuis 2 ans. Je suis proche maintenant. Quand Kostov sera mort, vous et Sophie serez libres. Vous pourrez reprendre une vie normale. Pas de changement de nom, pas d'effacement de Julien. Je l'avais regardé longtemps. Pourquoi m'aidez-vous? Vous êtes de la mafia. Vous ne me devez rien. Vous m'avez sauvé la vie. Alors nous sommes quittes. Vous m'avez sauvé cette nuit. Pierre était resté silencieux un instant, puis il avait dit, « Votre mari est mort à cause de Kostov. Ma sœur est morte à cause de Kostov. Vous et moi partageons le même ennemi. C'est pourquoi. » Je ne savais pas si je devais le croire, mais je savais une chose. Je n'avais pas de meilleure option. J'avais regardé la photo de Julien. Que voudrait-il que je fasse? Il voudrait que je protège Sophie à tout prix, même si cela signifiait aller avec la mafia, même si cela signifiait entrer dans l'obscurité. Sophie sera en sécurité? Avais-je demandé. Je le jure, avait dit Pierre, rencontrant mes yeux. Personne ne la touchera tant que vous serez avec moi. J'avais pris une profonde inspiration. Puis j'avais hoché la tête. D'accord, je vais avec vous. La voiture avait roulé toute la nuit. J'avais fini par m'endormir sur le siège passager, à bout de force. Quand j'avais rouvert les yeux, l'aube se déversait à travers la vitre, et devant moi, c'était la mer. Une villa à 2 étages se dressait sur une falaise surplombant l'océan. Murs blancs, toits de tuiles rouges, jardins luxuriants l'entouraient. Rien à voir avec aucun endroit où j'avais jamais vécu. La voiture s'était arrêtée au portail. Antoine avait entré un code et le portail en fer s'était lentement ouvert. Nous avions suivi une allée pavée de pierres jusqu'à la porte d'entrée. J'étais sorti. Le vent marin m'avait fouetté le visage, portant l'odeur forte et salée de la côte. C'était calme ici. Pas de circulation, pas de voix, seulement le bruit des vagues qui frappaient les rochers en contrebas. « Maman !» La voix de Sophie avait éclaté de l'embrasure de la porte. Je m'étais retourné et avais vu ma fille courir vers moi. Je m'étais agenouillé et l'avais serrée fort. Des larmes avaient coulé. J'avais cru que je ne pourrais plus jamais la serrer.
Ça va? Quelqu'un t'a fait du mal? Non, maman, je vais bien. Madame Michaud m'a conduite toute la nuit. J'ai dormi dans la voiture tout le temps. Puis je me suis réveillé et j'étais ici. Sophie avait levé les yeux vers la villa avec des yeux brillants. Maman, cette maison est immense et il y a l'océan. On reste ici? Je ne savais pas comment l'expliquer. J'avais juste hoché la tête et l'avais serré plus fort. Madame Michaud se tenait dans l'embrasure de la porte, nous regardant, l'inquiétude sur son visage. Elle ne posait pas de questions. Elle comprenait qu'il y a des choses qu'on ne demande pas. Pierre se tenait à quelques pas. Il observait la mère et l'enfant avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer. Puis, il s'était tourné vers Antoine et avait dit quelque chose doucement. Antoine avait hoché la tête et était entré. Le premier jour s'était déroulé dans une stupéfaction incrédule. Sophie avait exploré la villa comme si c'était une aventure. Sa chambre à l'étage avait une fenêtre donnant sur la mer, un grand lit avec des draps roses, une bibliothèque pleine de bandes dessinées, même une boîte de jouets neufs. « Maman, qui m'a acheté les jouets? » avait demandé Sophie. J'avais jeté un coup d'œil à Pierre, debout dans l'embrasure de la porte. Il ne parlait pas, il s'était juste contenté d'un petit hochement de tête et était parti. Cette nuit-là, après que Sophie se soit endormie, j'avais trouvé Pierre dans le bureau au rez-de-chaussée. Il était assis à un bureau, fixant un écran d'ordinateur portable. J'avais frappé. « Entrez !» J'étais entré et avait fermé la porte derrière moi. « J'ai besoin de vous parler. » Pierre avait levé les yeux. « À propos de quoi? »« À propos des règles, avais-je dit. Si je reste ici, j'ai besoin que vous acceptiez quelques points. » Pierre s'était penché en arrière sur sa chaise, croisant les bras sur sa poitrine. « Allez-y. Premièrement, Sophie ne peut pas savoir qui vous êtes. Pour elle, vous n'êtes qu'un ami qui aide ma famille. Pas la mafia, pas le fantôme, juste l'oncle Pierre. D'accord. Deuxièmement, pas d'armes devant ma fille. Pas de violence, pas de sang, rien qui lui fasse peur ou lui fasse du mal. D'accord. Troisièmement, j'avais rencontré ses yeux de face. Quand tout cela sera terminé, quand Kostov sera mort, Sophie et moi disparaîtrons. Nous n'aurons plus rien à voir avec vous. Vous nous laisserez partir. » Pierre était resté silencieux un instant, puis il avait hoché la tête. « D'accord. » J'avais expiré un souffle. Je m'étais tourné pour partir, mais Pierre avait parlé. « Vous n'avez pas à vous inquiéter pour Sophie. Je ne fais jamais de mal aux enfants. Je m'étais arrêté, mais je ne m'étais pas retourné. Je sais, si vous étiez ce genre d'homme, vous ne lui auriez pas acheté de jouets. » Puis j'étais sorti. Les jours qui ont suivi ont été marqués par une tension sourde. Sophie et moi nous sommes lentement adaptés à cette nouvelle vie. Ma petite fille adorait courir dans le jardin, adorait regarder la mer depuis le balcon, adorait parler avec Madame Michaud dans la cuisine. Mais je ne pouvais pas me détendre. Non seulement parce que je vivais chez un chef de la mafia, mais à cause d'Antoine. Il me surveillait partout. Quand je cuisinais, il se tenait dans l'embrasure de la porte et me fixait. Quand je lisais à Sophie, il faisait les 100 pas dans le couloir. Quand je sortais prendre l'air, il s'asseyait sur le perron et m'observait. Il ne parlait pas. Il ne faisait rien. Il se contentait de regarder, comme si j'étais une criminelle qui avait besoin d'être gardée. Je comprenais. Antoine ne me faisait pas confiance. Il pensait que j'étais peut-être une espionne de Kostov, ou du moins une menace potentielle pour Pierre. J'essayais de ne pas me laisser atteindre. Mais Sophie était différente. Un soir, alors que je la mettais au lit, Sophie m'avait demandé « Maman, pourquoi l'oncle Antoine ne m'aime pas? » Je m'étais arrêté, ma main caressant encore les cheveux de ma fille. « Qu'est-ce qui te fait penser ça? » Il ne me sourit jamais, il ne me parle jamais. Chaque fois que je lui dis bonjour, il me regarde et s'en va. Sophie m'avait regardé, les yeux tristes. « J'ai fait quelque chose de mal, maman. » J'avais ressenti une vive douleur dans ma poitrine. Sophie n'avait que 6 ans. Elle ne comprenait pas le monde des adultes. La suspicion, la haine. « Non, ma chérie, tu n'as rien fait de mal. » Je l'avais serré dans mes bras. « L'oncle Antoine est juste discret.
Certaines personnes aiment parler, d'autres non. Tout le monde n'est pas pareil. Comme papa, n'est-ce que pas? Tu as dit que papa ne parlait pas beaucoup, mais papa m'aimait beaucoup. Ma gorge s'était serrée. C'est ça, ma chérie, comme ton papa. Sophie avait passé ses bras autour de mon cou. Papa me manque. Il me manque aussi, avais-je murmuré, des larmes coulant dans les cheveux de ma fille. Dans le couloir sombre, Antoine s'était tenu parfaitement immobile. Il avait entendu chaque mot. Son visage était resté froid comme la pierre. Mais quelque chose dans ses yeux avait changé. Juste un peu, si peu que c'était presque rien. Comme si pour la première fois, il me voyait comme une mère, pas une menace. 2 semaines s'étaient écoulées. La vie dans la villa en bord de mer avait lentement pris un rythme. Je me réveillais tôt tous les jours pour préparer le petit déjeuner. Madame Michaud aidait à la maison et surveillait Sophie quand j'étais occupé. Pierre passait la plupart de son temps à travailler dans une pièce privée. Antoine allait et venait, apportant des nouvelles de l'extérieur. La blessure de Pierre avait presque guéri, mais je la vérifiais encore tous les jours. Les habitudes d'une infirmière ne disparaissent pas facilement. Chaque matin, il restait immobile sur le canapé pendant que je changeais son pansement et examinais les points de suture. Nous ne parlions pas beaucoup pendant ces moments, juste le silence, mais c'était le genre de silence qui semblait confortable, pas tendu. Ça guérit bien, avais-je dit le 10e jour. 1 semaine de plus et nous pourrons retirer les points. Pierre avait baissé les yeux vers la blessure. Vous cousez bien, la cicatrice ne sera pas grande. C'était mon travail avant. Je rangeais les fournitures médicales. Vous avez eu de la chance que la balle n'ait pas touché d'organes. Quelques centimètres plus loin et je n'aurais pas pu vous sauver. Je sais. Pierre avait remis sa chemise. Merci. Je n'avais pas répondu. Je l'avais entendu dire merci assez de fois. Je n'avais pas besoin de l'entendre à nouveau. J'avais seulement besoin que Sophie reste en sécurité. La vie ici n'était pas aussi mauvaise que je l'avais imaginé. La villa était spacieuse et aérée, avec tout le confort. Sophie avait une chambre plus belle que n'importe quel endroit où elle avait jamais vécu. Un jardin pour courir, un océan à contempler. L'enfant semblait avoir oublié ce qui s'était passé et pourquoi nous étions là. Pour elle, ce n'était qu'une longue vacance. Un après-midi, je lisais sur le porche quand j'avais entendu le rire de Sophie flotter depuis la plage en contrebas. Je m'étais levé, avais marché jusqu'à la balustrade et m'étais figé. Pierre était dans l'eau avec Sophie. Il lui apprenait à nager. Sophie portait un gilet de sauvetage rose. Ses bras battaient l'eau sauvagement. Elle piaillait chaque fois qu'une vague la bousculait. Pierre se tenait à côté d'elle, la soutenant, guidant patiemment chaque mouvement. Frappe plus fort, c'est ça, bien, tu te débrouilles très bien. Sophie avait ri encore plus fort. Oncle Pierre, regarde, je peux nager maintenant. Tu nages vraiment bien. Essaie de nager jusqu'à moi. Ma petite fille avait battu des pieds vers lui. Elle avait fait quelques mètres, puis avait plongé. Pierre l'avait attrapée instantanément et l'avait soulevée. Sophie n'avait pas pleuré. Elle avait juste ri et supplié de réessayer. J'étais resté à la balustrade, regardant en bas. Ma poitrine me faisait mal. Julien n'avait jamais appris à nager à Sophie. Il était toujours occupé à l'hôpital. Il avait promis qu'il lui apprendrait en été, mais l'été n'était jamais venu. Et maintenant, un autre homme le faisait. Un homme que j'avais rencontré il y a moins d'1 mois, un chef de la mafia. Je ne savais pas ce que je ressentais. Jalousie, gratitude, culpabilité, tout cela s'entremêlant en quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Ce soir-là, après le dîner, Sophie s'était assise sur le porche avec Pierre. Je faisais la vaisselle dans la cuisine, mais j'entendais leur voix à travers la fenêtre ouverte. « Oncle Pierre, vous avez une famille? »« Non. »« Pourquoi pas? Vous êtes un adulte. »« Je n'ai pas trouvé la bonne personne. »« Ma maman n'a pas de famille non plus. Il n'y a que moi et maman. Mon papa est au ciel. » Il y avait eu un bref silence. Puis Sophie avait redemandé, « Vous détestez quelqu'un? » Mais mes mains s'étaient arrêtées dans l'évier.
J'écoutais. Oui, avait répondu Pierre. Qui vous détestez? Les mauvaises personnes. C'est quoi les mauvaises personnes? Les gens qui font du mal aux autres. Les gens qui enlèvent ce qui compte le plus. Sophie s'était tue, réfléchissant. Puis elle avait dit, « Maman dit que haïr quelqu'un, ça fatigue. Maman dit qu'il faut pardonner. » Ta maman a raison, avait dit Pierre. Alors pourquoi vous détestez encore? Pierre n'avait pas répondu tout de suite. Je pouvais l'imaginer regardant l'océan, cherchant un moyen d'expliquer une chose pareille à une enfant de 6 ans. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner, avait-il dit finalement. Comme quand quelqu'un fait du mal à la personne que vous aimez, avait demandé Sophie. Oui, la voix de Pierre s'était abaissée, exactement comme ça. Quelqu'un a fait du mal à quelqu'un que vous aimez? Oui. Qui? Ma sœur. Une pause. Vous avez une sœur, elle est où? Au ciel, comme ton papa. J'avais entendu Sophie soupirer, un soupir trop vieux pour une enfant de 6 ans. Alors vous êtes triste comme ma maman. Oui, je suis triste aussi. Ma maman pleure la nuit parfois. Elle pense que je ne sais pas, mais je sais. Je ne dis rien parce que j'ai peur de la rendre plus triste. J'étais resté figé dans la cuisine. Des larmes avaient commencé à couler. Tu es une bonne enfant, avait dit Pierre. Ton papa serait fier de toi. Vous croyez vraiment? J'en suis sûr. Sophie avait souri. Oncle Pierre, je vous aime bien. Vous ne souriez pas beaucoup, mais vous êtes gentil. Comme mon papa. Pierre n'avait rien dit. J'avais essuyé mes larmes du revers de la main. J'avais regardé par la fenêtre. Pierre était assis à côté de Sophie sur les marches du porche. Tous les deux fixaient l'océan. Un chef de la mafia et une fillette de 6 ans. Il ressemblait à un père et sa fille, et cela me faisait plus mal au cœur que tout le reste. Antoine avait commencé à changer. Personne ne l'avait remarqué, sauf moi. Il était toujours froid, toujours silencieux, mais la façon dont il me regardait était différente maintenant. Ce n'était plus le regard suspicieux de quelqu'un qui se protège d'un ennemi. C'était le regard de quelqu'un qui observe, qui essaie de comprendre. Je ne savais pas ce qui avait changé à l'intérieur d'Antoine, mais je savais qu'il voyait ce que je faisais tous les jours. Il me voyait veiller tard pour réparer la chemise déchirée de Sophie après que la petite l'ait accrochée à une branche en courant dans le jardin. J'aurais pu demander à Pierre d'en acheter une nouvelle. Cette maison ne manquait pas d'argent, mais je n'avais pas demandé. Je m'étais assise sous la faible lampe du salon avec une aiguille et du fil, cousant chaque couture avec soin, comme ma mère me l'avait appris. Antoine s'était tenu dans le couloir et m'avait regardé faire pendant près d'1 heure. Il me voyait refuser l'enveloppe d'argent que Pierre m'offrait. « Pour que vous puissiez acheter des choses pour Sophie, disait Pierre. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, demandez. » J'avais secoué la tête. « Vous avez donné à ma fille et à moi un endroit où vivre, de la nourriture, la sécurité. Je n'ai besoin de rien d'autre. Sophie a besoin de nouveaux vêtements, de nouveaux jouets. Sophie en a assez, elle n'a pas besoin de beaucoup, elle a juste besoin de sa mère. » J'avais rendu l'enveloppe et était parti. Pierre m'avait regardé partir avec une expression qu'il ne pouvait pas tout à fait cacher, quelque chose comme de la confusion. Antoine se tenait dans le coin et voyait tout. Il me voyait apprendre à Sophie à prier avant de dormir. Chaque soir après l'histoire, mère et fille s'agenouillaient près du lit, mains jointes, yeux fermés. « Cher Dieu, protège maman et moi. S'il te plaît, laisse papa en sécurité au ciel. Il me manque. Je l'aime. Amen. » Sophie répétait chaque phrase après moi, sa voix claire et confiante. J'ouvrais les yeux et regardais mon enfant avec tout l'amour qu'une mère peut contenir. Antoine se tenait devant la porte de la chambre. Pour la première fois, il ne me voyait pas comme une menace ou une étrangère. Il voyait une mère qui essayait de protéger sa fille à tout prix. Un soir tard, j'étais descendu à la cuisine pour de l'eau. J'avais trouvé Antoine assis seul à la table à manger, dans l'obscurité. J'avais commencé à me détourner, mais il avait parlé. « Asseyez-vous. » J'avais hésité, puis je m'étais assise en face de lui. Nous étions restés silencieux longtemps. « Je suis désolé, » avait dit Antoine enfin,
sa voix basse et rauque. Je l'avais regardé sans parler. Je pensais que vous étiez une menace. Je pensais que vous pouviez être de Kostov, ou du moins quelqu'un qui ferait du mal au patron. Antoine fixait la table. Je me suis trompé. Je comprends, avais-je dit. Vous protégez Pierre. C'est votre travail. Vous ne faites confiance à personne. C'est comme ça que vous le maintenez en vie. Antoine m'avait regardé, surpris que je ne sois pas en colère. Vous n'êtes pas comme les autres, avait-il dit. Les femmes autour du patron, elles veulent de l'argent. Elles veulent le pouvoir. Elles veulent la protection. Vous ne voulez rien. Je veux juste que ma fille soit en sécurité. Je sais, maintenant je sais. Antoine s'était levé avant de partir. Il s'était arrêté dans l'embrasure de la porte. Claudette priait aussi avant de dormir, comme Sophie. Puis il avait disparu dans l'obscurité. J'étais resté seul dans la cuisine, pensant à Claudette et Antoine, à Pierre, à ces personnes qui portaient trop de blessures en elles. Un bruit venant du salon m'avait fait sursauter. Un gémissement, une respiration rauque, quelqu'un qui combattait quelque chose dans son sommeil. J'avais couru. Pierre était sur le canapé du salon. Il dormait souvent là, au lieu de la chambre à l'étage. La sueur lui imbibait le front. Ses yeux étaient fermement clos. Ses mains étaient serrées en poing. Ses lèvres bougeaient, murmurant un nom. Claudette. Non, Claudette. En cauchemar, je m'étais agenouillé à côté de lui. Je ne l'avais pas réveillé tout de suite. Je savais que réveiller quelqu'un en plein cauchemar pouvait aggraver sa panique. J'avais posé ma main sur sa poitrine doucement, sentant son cœur battre follement. « Pierre, avais-je murmuré, Pierre, vous m'entendez? » Il gémissait encore, se tordait encore dans son étreinte. « Vous rêvez, vous êtes en sécurité, vous êtes ici avec moi. Inspirez, expirez. » J'avais répété cela encore et encore, ma voix stable et calme. La technique que j'utilisais autrefois avec les patients souffrant de stress post-traumatique à l'hôpital militaire. Lentement, la respiration de Pierre s'était calmée, son poing s'était desserré, ses yeux s'étaient ouverts. Petit à petit, dans l'obscurité, il m'avait vu agenouillé à côté de lui, ma main toujours sur sa poitrine. « Vous », sa voix était rauque, « vous avez fait un cauchemar, avais-je dit. Vous disiez le nom de Claudette. » Pierre avait fermé les yeux et avait pris une profonde inspiration. « Je rêve de cette nuit-là, la nuit où je l'ai trouvée. J'en rêve tout le temps. »« Je comprends, » avais-je dit. « Je rêve aussi de Julien. Chaque nuit. » Pierre avait ouvert les yeux et m'avait regardé dans l'obscurité. Ses yeux gris brûlaient, comme s'ils étaient allumés de l'intérieur. « Vous m'avez sauvé une seconde fois. J'ai seulement aidé à vous faire respirer, » avais-je dit. Pas seulement. Il avait levé une main et m'avait touché le visage. Je ne m'étais pas reculé. Je savais que je devais le faire. Je devais me lever. Je devais retourner dans ma chambre. Mais je ne l'avais pas fait. Pierre m'avait tiré plus près. Ses lèvres avaient rencontré les miennes, doux, comme s'il avait peur que je disparaisse. Je ne l'avais pas repoussé. Je ne savais pas pourquoi. Peut-être parce que j'étais si seul. Peut-être parce que lui aussi. Peut-être parce que dans cette obscurité, deux personnes brisées s'étaient trouvées. Le baiser s'était terminé. Nous nous étions regardés en silence. Personne n'avait rien dit. Personne n'avait besoin de le faire. Cette nuit-là, j'étais retourné dans ma chambre avec mes lèvres encore chaudes et mon cœur battant la chamade. Je ne savais pas ce que je venais de faire. Je savais seulement que tout avait changé. Le lendemain matin, je m'étais réveillé plus tôt que jamais. Je suis resté allongé dans mon lit, fixant le plafond. Mes lèvres semblaient encore garder le souvenir du baiser de la nuit dernière. Chaleureux, doux et mal. J'avais levé une main à ma poitrine et touché l'alliance accrochée à la chaîne en argent. L'anneau de Julien, ma promesse envers lui, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais la mort nous avait déjà séparés il y a 3 ans. Et la nuit dernière, j'avais embrassé un autre homme. J'étais descendu à la cuisine et avais préparé le petit déjeuner. J'avais essayé de garder tout normal,
J'avais cuisiné du porridge pour Sophie, fait du café pour Madame Michaud, mis la table, mais quand j'avais entendu les pas de Pierre dans l'escalier, j'étais immédiatement sorti sur le porche. Je n'étais pas prête à lui faire face. Pas encore. Toute la journée, j'avais évité Pierre. Quand il était entré dans le salon, j'étais allé dans le jardin. Quand il était allé dans le jardin, je m'étais retiré dans la cuisine. Je savais qu'il le remarquait. Je voyais la façon dont ses yeux me cherchaient chaque fois que nous nous croisions par hasard. Mais il ne disait rien. Il n'insistait pas. Il me donnait simplement de l'espace. Cet après-midi-là, j'étais assise seule dans ma chambre. J'avais retiré l'alliance de la chaîne et l'avais tenue dans ma paume. Un simple anneau en or. À l'intérieur, nos noms et la date du mariage étaient gravés. Julien et Marie. Pour toujours. Je suis désolé, avais-je murmuré. Des larmes avaient commencé à couler. Je ne sais pas ce que je fais. Je ne veux pas t'oublier. Je ne t'oublierai jamais. J'avais levé les yeux vers la photo de Julien sur ma table de chevet. Son sourire, ses yeux doux. Sophie avait les mêmes yeux que son père. « Est-ce que je te trahis ?» avais-je demandé à la photographie. Julien n'avait pas répondu. Il souriait seulement depuis l'intérieur du cadre. Un sourire permanent qui ne changerait jamais. J'avais attrapé mon téléphone et avais appelé Madame Michaud. Madame Michaud était en bas dans la cuisine, mais j'avais besoin de parler à quelqu'un qui me comprenait. Quelqu'un qui connaissait Julien. J'ai besoin de te parler. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Madame Michaud était montée tout de suite et s'était assise à côté de moi sur le lit. J'ai fait quelque chose de mal, avais-je dit, et je lui avais raconté. Pas les détails, juste les grandes lignes, le baiser, la culpabilité, le sentiment que je ne savais pas si j'avais le droit de continuer à vivre. Madame Michaud avait écouté sans m'interrompre. Quand j'avais fini, elle m'avait pris la main. Ma douce fille, je connais Julien depuis qu'il était étudiant en médecine. Je sais à quel point il t'aimait. Avant de votre mariage, il m'a dit que tu étais la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Madame Michaud m'avait serré la main plus fort. Julien t'aimait. Il voudrait que tu continues à vivre. Il ne voudrait pas que tu pleures éternellement. Il ne voudrait pas que tu restes seule éternellement. Il voudrait que tu sois heureuse. Mais j'ai l'impression de le trahir. Tu ne trahisses personne, tu vis. Et vivre ne veut pas dire oublier. Tu peux aimer Julien pour toujours et quand même ouvrir ton cœur à quelqu'un d'autre. Ton cœur est assez grand pour contenir les deux. J'avais pleuré dans les bras de Madame Michaud. J'avais pleuré pour Julien. J'avais pleuré pour moi. J'avais pleuré pour 3 ans de solitude et de chagrin. Ce soir-là, Sophie avait couru dans ma chambre avec une feuille de papier à la main. « Maman, maman, j'ai fait un dessin. » J'avais essuyé mes larmes et forcé un petit sourire. « Qu'est-ce que tu as dessiné? » Sophie l'avait tendu. J'ai dessiné notre famille. J'avais regardé le dessin. Des lignes brouillonnes d'enfants. 4 personnes debout ensemble sur de l'herbe verte sous un ciel bleu. La première avait de longs cheveux bruns. Maman. La deuxième était minuscule avec des cheveux blonds. Sophie. La troisième était sur un nuage avec des ailes d'ange. Papa au ciel. Et la quatrième, grande, cheveux foncés, debout à côté de maman. Oncle Pierre. J'ai dessiné papa sur le nuage parce que papa est un ange qui nous protège, avait expliqué Sophie. Et j'ai dessiné oncle Pierre par terre parce qu'il nous protège ici. J'avais fixé le tableau, mes mains tremblant. Tu aimes l'oncle Pierre? Oui, il est gentil. Il m'apprend à nager. Il me raconte des histoires. Elle m'avait fait rire. Sophie avait levé les yeux vers moi. Tu ne ris pas autant qu'avant, mais quand oncle Pierre est là, tu ris plus. J'aime bien te voir rire. Des larmes avaient coulé sur mes joues. J'avais serré ma fille contre moi. Je t'aime, maman, avait dit Sophie. Je t'aime aussi, avais-je murmuré, plus que tout. J'avais essuyé mes larmes. J'avais embrassé le front de Sophie, ses joues, ses petites mains. Je promets de revenir. Je promets. Sophie avait hoché la tête.
Puis elle avait couru vers la voiture et était montée à côté de Madame Michaud. La porte s'était refermée. La voiture était partie lentement à travers le portail. Je me suis tenu à regarder jusqu'à ce qu'elle disparaisse au loin, les larmes coulant encore. Une main s'était posée sur mon épaule. Pierre se tenait derrière moi. Il ne parlait pas. Il était juste là, à côté de moi. Je m'étais tourné pour le regarder. Mes yeux étaient mouillés, mais ma voix était stable. On en finit ce soir. La nuit était tombée. Le ciel n'avait ni lune ni étoile. Seule une épaisse obscurité étouffait les quais de l'estuaire. L'entrepôt se trouvait à l'extrémité du quai, loin de la zone de travail principale. Autour de lui, des conteneurs d'expédition rouillés étaient empilés, et l'air avait le goût âpre de l'eau salée. Le convoi s'était arrêté à environ 200 mètres de l'entrepôt. Pierre était le premier à sortir. Il portait un gilet pare-balles sous un manteau noir, une arme à la main. Ses yeux balayaient l'entrepôt, sombre, silencieux, trop silencieux. Antoine se tenait à côté de lui. 20 hommes étaient prêts, équipe 1 à la porte d'entrée, équipe 2 à l'arrière, équipe 3 encerclant le périmètre. Pierre avait hoché la tête. Il avait regardé vers le véhicule médical garé à 500 mètres. J'étais à l'intérieur. Il ne pouvait pas me voir, mais il savait que je le regardais. « Protégez-la », avait-il dit à Antoine. « Si ça tourne mal, faites-la sortir immédiatement. » « Compris, patron. » Pierre s'était tourné et avait mené l'équipe 1 vers l'entrepôt. À l'intérieur du véhicule médical, j'étais assise à côté de la radio et de la trousse médicale. Par la fenêtre, je voyais Pierre et ses hommes se déplacer dans l'obscurité comme des fantômes. Mon cœur battait la chamade, mes mains étaient fermement serrées. J'avais déjà été dans des situations de haute pression, dans un hôpital militaire, aux urgences, mais c'était différent. Cette fois, l'homme là-bas était Pierre. La voix d'Antoine avait grésillé à la radio. Équipe 1 en position, équipe 2 en position, équipe 3 prête. Puis la voix de Pierre. Avancez. Le bruit d'une porte défoncée avait éclaté à la radio. Puis le silence. 1 seconde, 2 secondes. Puis l'enfer s'était déchaîné, des tirs en rafales rapides, des cris, du verre brisé, des corps s'effondrant au sol. À travers la radio, j'entendais le chaos. Piège, c'est un piège. Ils sont partout. Hommes à terre. Besoin de renfort. Puis la voix d'Antoine criant. Patron, derrière vous! Les coups de feu s'étaient faits plus forts. La voix de Pierre dure et sèche. Repliez-vous. Tout le monde, repliez-vous. Mais personne ne pouvait se replier. Les tirs continuaient. Les corps continuaient de tomber. Kostov savait à l'avance. Reed avait tout avoué avant de mourir. Le jour, l'heure, l'emplacement, les chiffres, la tactique, tout. Et Kostov avait monté un piège parfait. J'avais serré la radio jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. « Pierre, Pierre, vous m'entendez? » Pas de réponse. Seulement des coupes de feu et des cris. « Pierre !» avais-je hurlé dans la radio. « Répondez-moi, Pierre !» Silence. La radio crachait des parasites et des tirs lointains. J'avais regardé par le pare-brise. L'entrepôt au loin s'illuminait des flashs des coups de feu. Je voyais des silhouettes s'effondrer. Je ne pouvais pas dire si c'étaient les hommes de Pierre ou ceux de Kostov. Je ne pouvais pas dire si Pierre était vivant ou déjà mort. Mes yeux s'étaient poussés sur la trousse médicale sur le siège à côté de moi, puis de nouveau sur l'entrepôt. Je pensais à la promesse que j'avais faite à Pierre. Rester dans le véhicule. Ne pas sortir. Si tout s'effondrait, partir immédiatement. Je pensais à Sophie qui attendait à l'église. Sophie avait besoin de moi. Sophie ne pouvait pas perdre une autre personne. Je devais rester dans le véhicule. Je devais attendre. Je devais laisser faire et prier pour que Pierre survive. Puis j'avais pensé à Julien, cette nuit-là, il y a 3 ans, agenouillé à côté de lui sur un sol imbibé de sang, faisant un massage cardiaque pendant 37 minutes, même si je savais qu'il était parti dès la première balle. Je n'avais pas pu le sauver. Je n'avais rien pu faire.
J'avais seulement pu le serrer dans mes bras et pleurer et le regarder partir. J'avais fermé les yeux. Des larmes coulaient sur mes joues. « Je suis désolé, Julien, » avais-je murmuré. « Je ne peux pas rester assise ici et laisser ça se reproduire. » J'avais ouvert la portière du véhicule et était sorti. Le garde que Pierre avait assigné s'était placé devant moi. « Vous ne pouvez pas sortir, ordre du patron. »« Votre patron est peut-être en train de mourir là-dedans, » avais-je dit, ma voix froide et ferme. « Vous pouvez me tirer dessus ou vous pouvez me laisser passer, mais vous ne pouvez pas m'arrêter. » Le garde avait hésité. Je n'avais pas attendu. J'avais attrapé la trousse médicale et avais couru vers l'entrepôt. Mes chaussures claquaient sur le sol humide. Les tirs se rapprochaient. L'odeur de poudre et de sang s'épaississait dans l'air. Je ne pensais pas au danger. Je ne pensais pas à mourir. Je pensais seulement à Pierre, à ses yeux gris, au baiser dans le noir, à la promesse que je n'avais pas encore réussi à prononcer à voix haute. J'avais couru dans les coups de feu comme j'avais l'habitude de courir vers les pires urgences de l'hôpital militaire. Comme j'avais l'habitude de me jeter dans le chaos pour sauver une vie. Seulement cette fois, la personne que j'essayais de sauver n'était pas un patient anonyme. Cette fois, c'était Pierre. Je m'étais glissé à l'intérieur de l'entrepôt par une porte latérale qui avait été partiellement soufflée par des balles. À l'intérieur, c'était l'enfer. La fumée des armes à feu était épaisse. La puanteur du sang et de la poudre s'entremêlaient jusqu'à en rendre la respiration difficile. Des coups de feu épars craquaient encore dans des coins reculés. Des corps étaient éparpillés sur le sol en béton. Je ne pouvais pas dire si c'étaient les hommes de Pierre ou ceux de Kostov. Je ne m'étais pas arrêté pour vérifier. Je me déplaçais dans l'obscurité comme je le faisais à l'époque où je travaillais dans un hôpital militaire. Le dos au mur. Chaque pas prudent, mes yeux balayant chaque angle mort, mes oreilles captant chaque son. Les compétences que je pensais avoir perdues étaient toujours là, intactes dans mes os. Les muscles se souvenaient de ce que l'esprit avait essayé d'oublier. Un gémissement venait de derrière une rangée de caisses. Je m'étais rapproché et j'avais trouvé Antoine. Il était affalé contre une pile, sa jambe gauche trempée de sang. Une balle avait traversé son mollet. Il était conscient, mais son visage était pâle à cause de la perte de sang. « Vous !» Antoine m'avait regardé avec incrédulité. « Vous avez perdu la tête? Je vous ai dit de rester dans le véhicule. » « Taisez-vous. » Je m'étais agenouillé et avais ouvert ma trousse médicale. « Laissez-moi voir. » J'avais travaillé vite, coupé le pantalon, vérifié la blessure. Traumatisme traversant net, mais l'artère avait été manquée. De la chance. J'avais sorti de la galerie un antiseptique, avait enveloppé serré pour arrêter l'hémorragie. « Où est-ce le patron? » avais-je demandé en travaillant. « Au fond, » avait grincé Antoine à travers la douleur. Kostov l'a séparé de nous, l'a attiré. J'ai essayé de suivre et j'ai été touché. « Restez ici, ne bougez pas. » Je m'étais levé. « Où allez-vous? » « Pour trouver Pierre. Vous ne pouvez pas y aller seul. Kostov a des gardes. » « Je n'ai pas le choix. » J'avais regardé Antoine. « Vous pouvez marcher? » Antoine s'était forcé à se lever. Sa jambe tremblait, mais elle tenait son poids. Il avait sorti une arme de secours d'un étui à la cheville. « Je viens avec vous. » Nous étions allés plus loin dans l'entrepôt, passant devant des étagères imposantes, devant des corps gisant immobiles. Les tirs avaient cessé. Le silence était contre nature, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Puis j'avais entendu une voix venant du centre de l'entrepôt. Une voix d'homme, un russe épais et des rires. « Le fantôme » avait dit la voix. « Alors je vois enfin votre visage. 2 ans que vous me traquez, que vous avez tué mes hommes, tué mon fils, et maintenant vous êtes ici à saigner comme un chien. » Je m'étais rapproché, accroupi derrière un conteneur, et je les avais vus. Pierre se tenait au milieu de l'entrepôt. Sa chemise était trempée de sang. L'ancienne blessure s'était rouverte, exactement ce que je craignais. Son visage était pâle, mais ses yeux étaient toujours brillants, toujours froids,
toujours rempli de haine. Face à lui se trouvait Dimitri Kostov, un homme de 50 ans, aux cheveux argentés et aux yeux gris acier. Il tenait un pistolet pointé sur Pierre. 2 gardes du corps se tenaient à côté de lui, leurs armes également pointées. « Vous savez quoi, Lefebvre ?» Kostov avait ri. « Votre sœur a crié votre nom avant de mourir. Elle a pleuré. « Frère, sauve-moi !» Pendant 3 jours. Mais vous n'êtes pas venu. Vous l'avez laissé mourir seul. Pierre tremblait, non pas de peur, mais de fureur, de chagrin, de 2 ans de haine montant comme un feu. « Je vais vous tuer, avait-il dit, sa voix déchirée. « Comment ?» Kostov avait ri plus fort. « Vous n'avez pas la force de vous tenir debout. Il ne vous reste personne pour vous aider. Vous êtes seul. Il n'est pas seul. J'étais sorti de l'ombre. Kostov avait braqué son arme sur moi. Les 2 gardes avaient également pointé leurs armes sur moi. « Et vous êtes qui ?» Kostov m'avait regardé de haut en bas. « Votre nouvelle petite amie, Lefebvre? Vous avez bon goût en femme. Dommage qu'elle mourra avec vous ce soir. »« Marie, fuyez !» avait crié Pierre. Mais je n'avais pas fui. J'étais resté immobile et avais regardé droit dans les yeux de Kostov. « C'est vous qui avez ordonné le meurtre de mon mari, » avais-je dit, ma voix glaciale. « Julien Dubois, un médecin il y a 3 ans. » Kostov avait levé un sourcil. « Julien Dubois, le médecin qui a refusé de sauver mon fils. » Il avait ri. « Le monde est petit. On dirait que vous et Lefebvre étiez destinés à vous rencontrer. » Il avait levé l'arme vers ma tête. « Dommage que cette rencontre se termine ici. » Un coup de feu avait éclaté, mais ce n'était pas celui de Kostov. Antoine avait trébuché, venant de derrière, pistolet à la main, et avait tiré dans le dos de Kostov. La balle avait touché son épaule. Kostov s'était retourné sous le choc. Les 2 gardes du corps avaient braqué leurs armes sur Antoine. Et c'est là que Pierre avait bougé. Il avait sorti son arme avec une rapidité que personne n'aurait attendue d'un homme qui perdait son sang. 3 coups de feu. Le premier avait touché Kostov à la poitrine, le second à l'abdomen, le 3e à la tête. Kostov s'était effondré. Ses yeux étaient restés grands ouverts, fixant le plafond. Incrédulité. Refus. Les 2 gardes avaient riposté, mais Antoine en avait abattu un. Le dernier avait été touché par Pierre avant qu'il ne puisse appuyer une seconde fois sur la gâchette. Silence. Tout était terminé en quelques secondes. Puis Pierre s'était effondré. Le pistolet lui avait échappé des mains. Son corps avait heurté le sol en béton froid. J'avais hurlé et avait couru vers lui. Je me suis jeté aux côtés de Pierre. Mes genoux ont claqué sur le béton glacial. Je l'ai roulé sur le dos et j'ai vu le sang. Trop de sang. L'ancienne blessure s'était largement rouverte. Elle avait trempé sa chemise et s'étendait en une mer sombre sur le sol. « Non, non, non !» ai-je marmonné en lui déchirant la chemise. Mes mains pressaient fort sur la blessure. Le sang chaud poussait entre mes doigts. « Pierre, regardez-moi. Ouvrez les yeux. » Il ne répondait pas. Ses yeux étaient fermement clos. Son visage était blanc comme du papier. D'une main toujours appliquée sur la blessure, j'ai ouvert ma trousse médicale de l'autre. J'en ai sorti de la gaz hémostatique et l'ai tassé fermement. Je savais que ce n'était que temporaire. Il avait besoin d'une opération. Il avait besoin de sang. Il avait besoin d'un hôpital. Mais l'hôpital était à au moins 20 minutes. Et il n'avait peut-être pas 20 minutes. « Vous ne mourrez pas !» ai-je hurlé. Des larmes coulaient sur mes joues et tombaient sur son visage. « Vous m'entendez? Vous ne mourrez pas. Vous m'avez promis. Vous avez promis de retourner auprès de Sophie. » Comme s'il entendait le nom de l'enfant, les paupières de Pierre ont tressauté. Il a ouvert les yeux lentement, ses yeux gris me trouvant à travers un flou. « Marie !» Sa voix était si faible que c'était presque un souffle. « Taisez-vous! Ne parlez pas! Gardez vos forces! Respirez! » Je pleurais et criais en même temps. « J'essaie de vous sauver. Ne m'abandonnez pas. » Pierre a levé une main vers mon visage.
Ses doigts étaient glaciaux et tremblants, mais il a quand même réussi à me frôler la joue. Vous pleurez. J'ai attrapé sa main. Je vous ai dit de vous taire. Je ne pensais pas vous voir pleurer à cause de moi. Vous en verrez beaucoup plus si vous mourrez. Je pleurerai le reste de ma vie. C'est ce que vous voulez? Pierre a essayé de sourire, mais cela s'est transformé en une grimace douloureuse. Marie, quoi? Merci de ne pas m'avoir laissé. Puis ses yeux se sont refermés. Sa main est retombée, inerte. La panique m'a frappé comme une vague. J'ai vérifié son pouls. Il était là, faible, mais là. Il s'était seulement évanoui par perte de sang. J'ai maintenu la pression sur la blessure, priant, suppliant, répétant son nom encore et encore. Un bruit derrière moi m'a fait me retourner d'un coup. Antoine rampait vers moi. Il s'était traîné de l'endroit où il avait été touché jusqu'ici, utilisant ses deux mains et une jambe. L'autre jambe traînait derrière lui, laissant une longue traînée de sang sur le sol. Son visage était blanc comme du papier. Ses lèvres étaient grises. Trop de sang, pas seulement de sa jambe. J'ai réalisé qu'il avait été touché à nouveau. À l'abdomen, probablement lors de l'échange avec le dernier garde. Antoine ne parlait pas. Il a juste atteint le côté de Pierre et s'est effondré. Ses yeux se sont fixés sur moi, suppliant. « Antoine! » J'ai regardé Pierre, puis Antoine. Les deux étaient en train de mourir. Je n'avais que deux mains, une trousse médicale. Je ne pouvais sauver qu'une personne à la fois. Julien. Il y a 3 ans, j'avais dû faire un choix, moi aussi. Non pas entre deux personnes, mais entre poursuivre un massage cardiaque désespéré et accepter la vérité. J'avais choisi de continuer, et j'avais échoué. Maintenant, je devais choisir à nouveau. Pierre ou Antoine. Qui en premier? Quelqu'un est encore en vie? Ai-je hurlé, ma voix résonnant dans l'entrepôt vide. J'ai besoin d'aide. Il y a quelqu'un ici. Silence, puis des pas. 2 hommes de l'équipe de Pierre sont arrivés en courant. Blessés, mais encore mobiles. Par ici, ai-je ordonné. Pressez cette blessure. Pressez fort. Ne lâchez pas, quoi qu'il arrive. L'un d'eux s'est agenouillé à côté de Pierre et a fait exactement ce que j'avais dit. Je me suis jeté à côté d'Antoine. J'ai déchiré sa chemise. La blessure abdominale était pire que ce que je pensais. La balle avait traversé les intestins. Du sang et des fluides s'écoulaient. Je n'avais pas les outils pour réparer ça ici. Tout ce que je pouvais faire, c'était tasser de la gaze et prier. « Antoine, regardez-moi, ai-je dit. Tenez bon, l'ambulance arrive. » Antoine me fixait. Ses yeux commençaient déjà à se voiler. « Patron, le patron va bien? »« Il ira bien, je le promets, mais vous devez aller bien aussi. Vous m'entendez? » Antoine a essayé de sourire. « Je suis désolé, j'ai douté de vous. »« Taisez-vous, gardez vos forces, respirez. » J'ai répété les mêmes mots que j'avais utilisés pour Pierre. « Vous êtes une bonne personne, » a murmuré Antoine. « Vous prendrez soin du patron, n'est-ce pas? Vous n'allez pas mourir, vous m'entendez? » Mais Antoine ne m'a pas entendu. Ses yeux se sont fermés, sa main est tombée inerte et sa poitrine a cessé de se soulever. « Antoine! Antoine! » J'ai commencé un massage cardiaque, compression, souffle, compression, souffle. Je bougeais comme une machine, comme cette nuit avec Julien. Je savais qu'il était probablement trop tard, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Je ne pouvais jamais. Les sirènes hurlaient au loin, puis plus proches, puis juste devant l'entrepôt. Des secouristes se sont précipités. Ils ont pris le relais pour Pierre. Ils ont pris le relais pour Antoine. Ils m'ont écarté d'Antoine, même si je continuais les compressions. « Vous avez fait tout ce que vous pouviez », m'a dit un secouriste. Il était parti avant que nous n'arrivions. Je me suis tenu au milieu de l'entrepôt, du sang sur les mains. Le sang de Pierre, le sang d'Antoine. Je les ai regardés soulever Pierre sur une civière. Il était vivant, faible, mais vivante. Puis je les ai regardés couvrir Antoine d'un drap blanc.
Il n'était plus vivant. J'avais sauvé Pierre, mais je n'avais pas pu sauver Antoine. Je me suis effondré à genoux et j'ai pleuré. 1 an plus tard. Une petite maison en bord de mer, perchée sur une falaise surplombant l'océan. Ce n'était plus la grande villa d'avant, juste une simple maison à 2 étages avec un petit jardin fleuri et une clôture en bois blanc. Pierre avait vendu la villa ainsi que la plupart des actifs de l'organisation. Il avait démantelé l'empire qu'il avait passé sa vie à construire. Il n'avait gardé que les entreprises légitimes suffisamment pour vivre confortablement. Plus d'armes, plus d'affaires louches, plus d'ennemis tapis dans l'ombre, seulement la paix qu'il n'avait jamais cru mériter. J'avais ouvert une petite clinique dans une ville voisine. Une clinique gratuite pour les personnes sans assurance maladie. Je travaillais 3 jours par semaine. Les autres jours, j'étais à la maison avec Sophie et Pierre. J'étais revenu à la médecine. Non pas parce que j'avais besoin d'argent, mais parce que j'avais besoin de sauver des gens. C'était une partie de moi que je ne pouvais pas nier. Je ne portais plus mon alliance à la chaîne. Il y a 3 mois, j'avais visité la tombe de Julien pour la première fois en 4 ans. Je m'étais agenouillé près de la pierre tombale et lui avais parlé longtemps. Je lui avais raconté à quel point Sophie avait grandi à propos de Pierre, de cette nouvelle vie, de ce nouvel amour. Puis j'avais enlevé l'alliance et l'avais enterré près de sa tombe avec une lettre. La lettre disait que je l'aimerais pour toujours, mais que j'avais aussi besoin de continuer à vivre. J'espérais qu'il comprenait. J'espérais qu'il me pardonnait. Et je croyais qu'il souriait quelque part au ciel. Je gardais toujours la photo de Julien dans mon portefeuille pour que Sophie n'oublie pas son père, pour que je n'oublie pas l'homme qui m'avait aimé de tout son cœur. Julien ferait toujours partie de moi, mais mon cœur était assez grand pour contenir une personne de plus. Pierre marchait en boitant maintenant, un rappel permanent de la blessure de cette nuit-là. Le médecin avait dit que certains nerfs étaient irréparablement endommagés. Il ne marcherait plus jamais normalement, mais il ne se plaignait pas. Il disait que c'était un petit prix à payer pour ce qu'il avait fait dans le passé. Sur son bureau, il y avait 2 photographies encadrées. L'une était Claudette, sa sœur, souriante au soleil avec une toque de diplômée sur la tête, prise 1 semaine avant son enlèvement. La seconde était Antoine, le frère qui était resté avec lui pendant 16 ans et était mort en le protégeant. Chaque jour, Pierre regardait ces 2 photos pour se souvenir, pour ne pas oublier, pour vivre d'une manière digne de leur sacrifice. Le soir, nous nous asseyons sur le porche, regardant la mer. Sophie dort dans sa chambre. Le vent de l'océan est frais, portant le goût salé. Au-dessus de nous, les étoiles scintillent comme des millions de diamants éparpillés sur du velours noir. Je pose ma tête sur l'épaule de Pierre, ma main tenant la sienne. « Vous le regrettez ?» dis-je. « Regretter à quoi ?»« Tout, démanteler l'organisation, abandonner tout ce que vous avez construit. » Pierre reste silencieux un instant, fixant l'océan, noir comme l'encre. Puis il dit, « J'ai perdu Antoine. J'ai perdu une partie de mon corps. J'ai perdu un empire. J'ai perdu tout ce que je pensais d'important. » Il se tourne vers moi. Ses yeux sont doux à la lumière des étoiles. « Mais j'ai ce qu'Antoine a toujours voulu que j'ai. » Qu'est-ce que c'est? Une raison de vivre, pas une raison de mourir. Il me serre la main. 2 ans que je chassais Kostov. Je ne vivais pas. J'existais seulement pour la vengeance. Chaque jour, je me réveillais avec la haine et m'endormais avec la haine. Je n'avais pas d'avenir, pas d'espoir, rien que l'obscurité. Il lève les yeux vers les étoiles. Puis je vous ai rencontré. Une femme qui a arrêté sa voiture au milieu d'une nuit pluvieuse pour sauver un étranger. Vous ne saviez pas qui j'étais. Vous n'en aviez pas besoin. Vous avez seulement vu quelqu'un mourir et avez décidé que vous ne le permettriez pas. J'ai seulement fait ce qui était juste. C'était la chose la plus extraordinaire que j'ai jamais vue, dit Pierre. Vous m'avez appris que vivre, ce n'est pas seulement ne pas mourir. Vivre, c'est avoir quelqu'un à aimer, quelqu'un à protéger, une raison de se lever chaque matin. Je ne parle pas, je me penche seulement contre lui et ferme les yeux. De petits pas claquent derrière nous.
Sophie court sur le porche avec son ours en peluche dans les bras. Je n'arrive pas à dormir, dit-elle et grimpe sur les genoux de Pierre. Elle a 7 ans maintenant, plus grande, mais toujours aussi innocente et lumineuse qu'avant. Pourquoi tu n'arrives pas à dormir? Dis-je. Je veux regarder les étoiles avec vous et oncle Pierre. Sophie lève le visage vers le ciel. Maman, quelle étoile est papa? Je lève les yeux et choisis la plus brillante. Celle-là, ma chérie. Et quelles étoiles sont oncle Antoine et tante Claudette? Pierre pointe 2 étoiles proches l'une de l'autre. Celle-là. Sophie sourit. Alors, papa et oncle Antoine et tante Claudette sont tous les uns à côté des autres. Ils ne seront pas seuls. Elle passe ses bras autour du cou de Pierre, puis tend la main pour me serrer aussi. Je t'aime, maman. Je vous aime, oncle Pierre. Nous t'aimons aussi, dis-je. Nous restons assis ainsi longtemps. 3 personnes sous un ciel étoilé. Une famille qui n'est pas parfaite, portant encore des cicatrices, portant encore des pertes, se réveillant encore certaines nuits de cauchemars, mais détenant aussi l'amour, l'espoir, la lumière. Et parfois la lumière vient des endroits les plus sombres. Et aujourd'hui, je ne sais pas. Parfois, je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Parfois, je pense que j'ai commis une erreur, probablement les deux. C'est la vie, non? Rien n'est clair, rien n'est parfait, mais c'est la mienne. Ça, du moins, j'en suis sûr.